Alors, c'est parti. Bon, eh bien, comme je l'avais un petit peu teasé et annoncé, voici une première interview parce que je crois que vous ne l'aviez pas fait avant en français. Donc, vous nous faites l'honneur de nous accorder une interview en français. Alors, bonjour Benjamin Fulford. Bonjour et merci bien pour m'inviter à l'interview en français. Ah Bonjour. bah, merci à vous. Et bonjour Marion. Bonjour. Alors, déjà, merci beaucoup de votre venue et puis surtout, on vous remercie énormément de l'effort que vous faites pour vous adresser à nous en français. On sait que c'est pas forcément évident et on va faire notre possible pour parler Ouais. distinctement. Puis on J'ai vous j'ai- j'ai étudié le français en école secondaire, mais ça fait plus que 30 ans, alors j'ai oublié beaucoup, mais je ferai l'effort. ouais, c'est gentil, mais vous inquiétez pas, on sera là pour vous donner un petit coup de main quand il faudra. Et puis, alors pour ceux, normalement tous ceux qui écouteront cette vidéo, je pense vous connaissent plus ou moins. Mais quoi qu'il en soit, on va rappeler un petit peu qui vous êtes. Alors vous êtes d'origine canadienne, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est du ça. Canada. Et à la base, vous êtes un journaliste financier qui Oui, maintenant dépasse de loin la finance au niveau de vos compétences, je pense. oui, Et je pense que, sauf si je dis une bêtise, ce qui vous a rendu probablement assez célèbre, c'est à l'époque votre interview de David Rockefeller en 2007, enfin qui a fait un bond dans votre oui. dans votre notoriété. Et vous êtes un petit peu spécialiste de toutes les analyses un petit peu géopolitiques, économiques, voire même un petit peu exopolitiques vis-à-vis de la situation de la planète en ce qui concerne sa lutte contre la cabale ou la mafia khazarienne ou l'empire, les forces du mal pour parler vite. Et je rappelle votre site qui s'appelle benjaminfulford.net où vous publiez un article ou un billet hebdomadaire avec toutes vos analyses. Donc pour les personnes qui sont anglophones et qui souhaiteraient directement voir vos articles dessus et accessoirement aussi vous soutenir, elles sont les bienvenues sur benjaminfulford.net. C'est OK? J'ai pas fait d'erreur? Parfait. OK. Et Marion, tu as créé une sororité en France, donc une sororité de la Rose. Je mettrai un article pour ceux qui ne connaissent pas, pour qu'ils puissent découvrir ce que c'est. Une sororité de la Rose en Île-de-France. Mhm. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais un petit peu toi de ton côté? Alors nous, l'objectif, c'est vrai que c'est un groupe avant tout spirituel, mais aussi d'éveil de conscience sur la compréhension de la situation planétaire. Alors notamment avec les informations divulguées par Cobra ou par Benjamin Fulford. Et notre objectif, c'est de se reconnecter au féminin sacré et à tous les enseignements qui ont été occultés pendant des siècles. Donc, c'est de se reconnecter à ces savoirs-là, ces mystères de la déesse, et donc de participer à cette libération planétaire en maintenant des énergies de paix et voilà, en refaisant refaire surface tous ces savoirs et toutes ces connaissances autour de ces savoirs spirituels et occultés. D'accord. Et tu me confirmes que ce n'est pas uniquement virtuel, il y a aussi des rencontres réelles. C'est des rencontres physiques avant tout, alors sur des lieux parfois un peu symboliques. Alors moi j'ai de la chance, je suis pas loin de Versailles, donc on fait souvent des réunions au Temple de l'Amour à Versailles, au château de Versailles, ce qui est un bel endroit et un endroit surtout symbolique concernant les mystères de la déesse, puisque Marie-Antoinette a fait construire ce temple parce qu'elle était initiée au mystère de la déesse et qu'elle avait, je pense, un rôle à jouer pour ancrer certaines énergies là-bas. Voilà. OK, je te remercie. Avez-vous des connexions avec le groupe qui s'appelle Rosicrucian? Les Rosicruciens, alors non, je connais bien, on connaît ce mouvement, mais c'est pas très clair justement. Je pense que les Rosicruciens, il y a du bon et du mauvais. Et non, on n'a pas de lien nous actuellement avec ce groupe-là. Ok, parce que je crois que ma grand-mère était Rosicrucian, Oui, pas votre groupe exactement, non. d'accord. Elle vivait où, votre grand-mère? Elle était américaine, mais elle vivait au Canada, mais elle est pas avec nous maintenant dans ce monde. Oui, effectivement, il y a des Rosicruciens depuis un bon moment. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a du positif et du négatif. Il y a certains endroits qui ont été infiltrés, malheureusement.
Les sororités de la Rose, il faut expliquer aussi que c'est une initiative de Cobra à la base, même si ça existe depuis bien plus longtemps, mais les sororités de la Rose accessibles et formées par des petits individus lambda sur la surface de la planète, c'est une initiative qui vient de Cobra. Ok. C'était pour préciser, quoi. Ok, alors on va commencer par le premier sujet parce que c'est vrai que l'actualité est très chaude en ce moment et il se passe énormément de choses sur tous les plans, que ce soit géopolitique, économique, exopolitique et même dans l'occulte, et notamment en France, puisque là on fait une interview un petit peu pour la francophonie. Il se passe un événement, ou plutôt un mouvement qui est d'une assez grosse ampleur, qu'on nomme les Gilets jaunes, Yellow Vest, et j'aurais voulu avoir votre analyse en quelques mots de ce mouvement. Est-ce que vous le considérez comme un mouvement libérateur? Est-ce que c'est un mouvement qui est manipulé par le système? Quelles sont les ambitions de ce mouvement et quels pourraient être les débouchés ou le futur de ce mouvement? Je crois que c'est une réaction populaire contre un régime failli. Ils ont volé les élections depuis il y a 11 ans en France et l'économie est dans une très mauvaise situation et la réalité est qu'à cause des obligations gouvernementales, la France est maintenant une colonie allemande et la situation pour le 90% des Français devient de plus en plus mal. Alors c'est pour ça qu'ils ont arrivé au niveau où ils pouvaient pas rester tranquille. Alors, je crois que c'est la deuxième révolution française qui a commencé et j'espère que sera pas sanglot comme la dernière, mais j'espère que les Français se vont libérer et je sais que le vrai président doit être Marine Le Pen parce qu'elle a gagné l'élection. J'espère que les militaires français ils vont voir ça et installer le vrai président. Et après ça, avoir une autre élection avec la démocratie et pas voler l'élection comme ils l'ont fait la dernière fois. D'accord. Donc pour vous, c'est vraiment un mouvement libérateur et on peut effectivement le considérer comme tel parce que la répression, je ne sais pas quel regard vous avez au niveau de l'international, de l'extérieur, mais la répression contre les Gilets jaunes est très très violente. Il y a beaucoup de violences policières sur les Gilets jaunes avec les flashballs, les LBD, Ouais, avec ouais, les yeux crevés, les mains arrachées, etc. Et les médias racontent énormément de mensonges et de manipulations sur les Gilets jaunes. Donc on voit que le système se défend très très violemment contre les Gilets jaunes, et ce qui est peut-être le miroir ou le reflet de la peur qu'a le système envers les Gilets jaunes, parce qu'il y a eu beaucoup de ouais. manifestations et de mouvements par le passé, mais aucun n'a généré une telle violence du système. Ouais, ouais, par exemple, je crois que l'exemple qu'il pense de Ceausescu en Roumanie, il a, euh, il a utilisé des répressions de plus en plus fortes Mhm. jusqu'au moment qu'ils l'ont tué. Et je vois la même chose en France, mais j'espère que les militaires vont euh, faire quelque chose avant que ça arrive aux nouvelles chaotiques. Ouais. Chaotique, Et ouais, tout à fait. chaotique, ouais. Ils doivent sortir de leur baraque et restaurer la démocratie française. Hmm. Vous pensez qu'il y a vraiment un espoir au niveau de l'armée française parce qu'il y a, enfin, moi c'est mon point de vue en tant que franco-français, en tant que français, je pense que l'armée est très, en tout cas je parle des officiers, je fais un amalgame, hein, des officiers et des officiers supérieurs et encore plus des généraux, il y a énormément de corruption par le haut de l'armée, notamment de par leur salaire, de par l'infiltration des francs-maçonneries négatives dans l'armée. Vous pensez qu'il y a un espoir? Oui, parce que normalement, ce qui se passe, c'est que quand il y a une situation avec beaucoup de corruption, c'est concentré dans les plus hauts niveaux. Alors, un peu plus bas de là, et ils n'ont pas assez d'argent pour donner à tout le monde. Et ça va être des colonels, les gens comme ça, je crois qu'ils vont le faire. Ou sinon, les militaires retirés qui vont faire quelque chose.
D'accord. Mais mes sources américaines dans l'armée américaine me disent que ça va se passer. D'accord, ok. Et ils ont des contacts meilleurs que moi avec les militaires français. Hier, les Gilets jaunes semblent être assez motivés et le mouvement s'enracine. Donc, chaque semaine, il y a des actions. Là, hier, il y a eu un appel à la grève générale avec des mouvements d'affrontement entre policiers et Gilets jaunes. Donc, le mouvement s'enracine et continue et les gens, Oui, globalement, ne lâchent rien. oui, et l'autre chose, c'est que la réalité économique est que parce que vous avez un gouvernement failli, ils n'ont pas de l'argent, et ils vont pas pouvoir améliorer la situation pour les Français ordinaires pour qu'ils se calment. Parce que la situation va devenir de plus en plus mal à cause des problèmes avec le système financier et les problèmes avec les banques. Tous les économistes qui étudient les choses savent que c'est déjà un gouvernement failli économiquement. Comme la Ça Grèce, en va fait. se changer Comme la avec de la Grèce. répression. Un peu comme la Grèce, vous pensez? Oui, c'est exactement comme la Grèce, mais c'est 20 fois plus grand. Peut-être que, et ça commence avec l'Italie et ça va être une situation, je crois que ça a déjà commencé avec l'Italie et je suis certain parce que numériquement, l'Italie est aussi un gouvernement failli financièrement. Et l'argent qui va en Italie vient de la France. Et les seuls qui ont de l'argent sont les Allemands. C'est pour ça que maintenant, le gouvernement de la France est supporté par des tanks allemands. Ils ont les marques de EU, l'Union européenne, mais ça devait en réalité le swastika qu'ils ont dans leur tank. C'est pas un gouvernement français. C'est déjà colonisé par les Allemands. Ça c'est la réalité. D'accord. Mais c'est vrai qu'on avait vu effectivement sur certains blindés qui étaient présents lors des manifestations, c'était dans les premiers actes, qu'il y avait le logo de l'Union européenne avec les étoiles. Donc oui, ça corrobore effectivement. Et le garde personnel de Macron, ils ne sont pas des Français. Il y a des gens qui m'ont dit ça. Il a même peur des gardes présidentiels français. Oui. Oui, il a peur que d'un coup, vont le quelqu'un... tuer. Alors, il a des étrangers pour le garder. Oui, il avait même des tireurs d'élite, vous savez, pendant les manifestations. Les snipers. Il y avait des snipers pour le protéger. Il avait a priori peur quand même. Il y avait justement, alors je ne sais plus si c'était l'acte 3 ou 4, ou peut-être plus, je dis peut-être une bêtise, mais il y a un moment, il y a un mouvement des Gilets jaunes qui s'est un peu trop rapproché de l'Élysée. Alors, certes, ça répond à un protocole, c'est protocolaire, mais il y avait tout de même un hélicoptère qui était prêt à l'exfiltrer. Ouais. C'est pas anodin, ça, quand même. Ok. Oui? Je veux dire une autre chose, c'est que la famille Rothschild français, vous savez que Macron travaille pour eux. Bien sûr. Ils sont en train d'essayer de négocier un change ou quelque chose de la paix avec nous aussi. Ils disent, OK, on doit faire plus pour les gens ordinaires. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils me consultent, je vous dirai ça. D'accord. Et vous les sentez sincères parce que ces gens manient beaucoup le mensonge et la manipulation? Pas sincère, mais désespéré. Ah, désespéré. Désespéré, oui. D'accord. Alors, c'est la sincérité qui vient de la désespération. D'accord. Bah, c'est bon signe alors. Oui, c'est bon signe ça. Ok. Vous avez justement abordé, fait une transition avant moi au niveau de l'Italie. Et ça tombe à pic parce qu'on a beaucoup de questions sur l'Italie, notamment vis-à-vis de son gouvernement. Et l'Italie est un point stratégique en ce qui concerne, par exemple, la loge P2, le Vatican, les familles de noblesse noire. Et c'est vrai qu'on a un gros volet sur l'Italie. Alors, je ne sais pas si Marion a quelques questions à vous poser sur ça. Alors, je vais rappeler un petit peu le contexte récent. Donc, on a l'arrivée au pouvoir en juin 2018 du gouvernement Conte,
avec une coalition anti-européenne composée de Matteo Salvini, qui est ministre de l'Intérieur, et donc qui est de la Ligue du Nord, et Luigi Di Maio du Parti 5 étoiles. Si on regarde un petit peu le parcours de ces deux personnes, et surtout de Salvini, elle est intéressante, et moi je me pose beaucoup de questions sur cette nouvelle configuration politique. Vous me direz ce que vous en pensez, Benjamin. Donc j'ai regardé un petit peu le parcours de Salvini. C'était quelqu'un qui dans sa jeunesse, il a milité pour la libéralisation du cannabis. Récemment, il a refusé de voter pour la politique d'austérité exigée par la mafia européenne. Il a récemment mis en place une politique active pour mettre fin à la migration clandestine en Italie. Quant à Di Maio, donc lui, il refuse de reconnaître Guaido comme président par intérim du Venezuela, ce qui est intéressant, et il dénonce la France-Afrique en invectivant souvent Macron, en attaquant souvent Macron directement. À côté de ça, malgré tout, en septembre 2018, Salvini s'est dit prêt à travailler avec Steve Bannon. Bon, Steve Bannon, a priori, n'est pas quelqu'un de très, très positif. Je ne sais pas si vous avez des infos sur ce personnage. Donc voilà, ça c'était quand même le point négatif. Et malgré tout, Salvini s'est prononcé plutôt pour le départ de Maduro. Donc, selon vous, selon cette configuration-là, qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles figures italiennes de la politique, et est-ce que vous pensez qu'il y a une percée positive en Italie? Je crois que c'est vraiment un peu comme l'évolution française. C'est ce que tout le monde, tous les Français, et en ce cas avec les Italiens aussi, les Hollandais, les autres groupes, ils disent OK, l'ancien régime ne fonctionne pas, c'est pas bon pour les gens, il faut le changer. Mm-hmm. Et le problème est qu'il y a ils n'ont pas décidé avec quoi le remplacer. Il y a des différentes opinions. Ils sont d'accord que ce qui existe maintenant ne fonctionne pas pour le 90% des gens. Il faut le changer. Mais ils ont des diverses idées. Ils ont des diverses idées avec quoi le remplacer. Et je crois que si on ne le fait pas bien, on va avoir une situation sanglante et avec des problèmes sociétals si ça ne se fait pas bien. Et quand quelqu'un comme Steve Bannon arrive en Italie, ils sont d'accord qu'on doit changer ce qu'il y a, mais je suis certain qu'ils n'ont pas la même opinion de quoi faire après. Mais pour vous, donc ces personnages italiens, ces nouveaux personnages politiques sont plutôt proches de la cabale ou plutôt anti-cabale? Qu'est-ce que concrètement? Je crois que c'est ce qui se passe ici. Quand ils prennent le pouvoir, ils rencontrent certaines réalités. Il y a des paiements à faire, il y a des situations qui existent depuis. Ils arrivent à une situation qui existe depuis des centaines d'années et ils réalisent que ça ne s'est pas changé tellement rapidement. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes changent quand ils ont le pouvoir dans leurs mains. Mais quand même, parfois, il faut faire des grandes décisions. Et je suis certain, mathématiquement, économiquement, que la seule solution pour l'Italie, c'est de ne pas utiliser l'euro et de faire encore leur propre monnaie, le lira. D'accord. Et je crois que le franc français aussi est nécessaire pour la France. D'accord. Et vous pensez qu'on assiste à une explosion imminente de l'Europe avec le Brexit, donc tous les mouvements gilets jaunes qui ont traversé les frontières françaises, ce qui s'est passé en Espagne l'année dernière? Est-ce que vous pensez qu'on est en train d'assister à l'explosion de cette Europe-là? Oui, sans doute. Je crois qu'il y a des différentes situations. Par exemple, il y a une zone, le Pologne et tout le royaume Austro-Hongrie. Austro-Hongrois, oui. Austro-Hongrois, ça commence à exister encore une fois. Et c'est comme un nouvel groupe qui est centre-européen, qui est opposé du contrôle allemand et du système qu'on a maintenant pour l'Union européenne. Et leur manière de penser n'est pas la même que les Français qui sont contre l'établissement. C'est un peu différent que les Italiens, mais ils sont tous d'accord que le système qui existe maintenant ne fonctionne pas. Et alors, oui, il y a Hongrie, Pologne aussi, il
Italie, oui, tout ça change. Et les Anglais, ils ont décidé pour le Brexit pour diverses raisons, mais surtout, c'était parce que l'Union européenne n'est pas démocratique, n'est pas élue par le peuple européen, et ça ne gouverne pas bien. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de quitter. Mais est-ce que vous pensez que du coup, ces dirigeants d'Autriche, de Hongrie sont en train de lutter contre la cabale? Est-ce que vous pensez que ce sont des ennemis un peu de la cabale? Ouais, je crois que un groupe qui maintenant a beaucoup de pouvoir sont les royalistes, les familles royales de l'Europe. Mm-hmm. Je crois qu'ils sont maintenant activistes. Et je crois qu'il veut rétablir le tsar en Russie et aussi le roi de Austro-Hongrie. Il y a des royalistes aussi qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'influence. Ils ne sont pas avec l'Union européenne. Oui, c'est ce qu'on appelle la noblesse blanche, en fait, hein, en opposition à la noblesse noire. Ils font beaucoup de choses. Ok. Alors, je vais basculer un petit peu pour rester un peu sur l'Italie. Je vais vous parler un peu du Vatican, un sujet que vous maîtrisez bien, et la loge du culte du Soleil Noir que vous avez évoqué assez souvent, et aussi la loge P2, que visiblement vous connaissez bien. Alors, pour recontextualiser aussi, le pape François s'est rendu aux Émirats arabes unis dimanche dernier. Donc, c'est la première fois qu'un chef de l'Église catholique foule le sol de la péninsule arabique, berceau de l'islam. Donc, avant de se rendre aux Émirats, le pape a demandé aux parties impliquées dans le conflit au Yémen de favoriser de manière urgente le respect des accords et donc de laisser l'aide humanitaire se faire. Et d'ailleurs, il a fait une déclaration en parallèle assez étrange, énigmatique. Il a dit « Comme un frère pour écrire ensemble une page de dialogue et parcourir ensemble les chemins de paix. Priez pour moi ». Alors, selon vous, quelle était la raison de cette visite et de ces déclarations, dont l'une assez, du coup, énigmatique? Quand j'ai visité le Vatican et le P2, ils m'ont dit qu'ils avaient un projet long terme de unifier toutes les religions du monde. Et c'était à cause pour ce projet qu'ils ont causé un conflit artificiel entre les musulmans et les chrétiens pour réunifier le monothéisme. Et ça, c'est leur objectif. Et en même temps, ils sont en train de parler avec les Chinois et c'est bien possible que les Chinois vont devenir un type de chrétien aussi. Alors, il y a un mouvement de créer une religion mondiale et ça, c'est le vrai motivation de le P2 et ils ont beaucoup de pouvoir parce qu'ils quand je leur ai visité, ils m'ont dit qu'ils vont changer le pape et ils l'ont changé depuis ça. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant le Francisco et pas Bénédicte. Et ils m'ont dit qu'ils vont changer de premier ministre d'Italie et après ça, ils l'ont fait. Alors, ils ont beaucoup de pouvoir. Et ils ne sont pas des noms que les personnes. Personne sait exactement qui sont. D'accord. Et du coup, toutes les arrestations des pédophiles qu'il y a eu avec le cardinal Pell, notamment en Australie, qui est quand même plus ou moins ministre de l'économie du Vatican et donc un personnage clé, qu'est-ce que vous pensez que ça augure pour les mois à venir, ces arrestations et ces affaires qui explosent même aux États-Unis, à Washington, avec des cardinaux aussi qui ont été exposés sur leurs pratiques pédophiles? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, du coup? Oui, il y avait un groupe satanique qui a trouvé des personnes qui avaient des problèmes personnels, comme la pédophilie, parce que ils ont créé un network dans l'Église catholique. Et maintenant, avec ils sont en train de traiter de mettre fin à tout ça. Alors, je crois que c'est très bon que c'est quelque chose de public maintenant et qu'ils font des apologies, ils payent de l'argent et ils essaient d'être encore des chrétiens, encore une fois.
et parce qu'ils ont perdu leur chemin, et maintenant ils sont en train de le reprendre, les rencontrer. Et ça passe pas juste dans le Vatican, aussi aux États-Unis, ils ont arrêté des milliards de pédophiles il y a toutes sortes de groupes horribles qui sont en train de, mettons, tuer ou mettre en carcelle, en prison, parce que il y avait un problème énorme dans tout l'Ouest. Ils sont, selon moi, ce qui a passé, c'est qu'un groupe fasciste et satanique a fait un coup d'État le 11 septembre 2001. Et après ça, ça a commencé un cauchemar pour l'Ouest. Ils ont essayé de commencer la Troisième Guerre mondiale, ils ont essayé de tuer les grandes parties du monde. Et maintenant, ils sont en train de perdre le pouvoir. D'accord. Et je crois que avec la mort de George Bush, ça a changé fondamentalement la balance de pouvoir. D'accord. Et du coup, vous avez raconté une fois, c'était dans votre mise à jour du 13 mars 2017, vous avez raconté que vous aviez été invité en Italie par un membre de la loge P2. Donc, est-ce que vous pouvez parce que vous avez décrit un peu une expérience un peu particulière, vous parlez d'entités noires, du culte du soleil noir. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement la loge P2, les Illuminati gnostiques, la mafia casariane, les familles de noblesse noire, tout ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous éclaircir tous ces groupes? OK. C'est compliqué, mais ce qui est passé, c'est que au Japon, j'ai commencé des cours au sujet des problèmes avec de l'Ouest en japonais. Et les groupes américains, je dirais pas américains, mais juifs, ont payé aux criminels japonais pour me tuer. D'accord. Et là, j'ai entré dans la protection des sociétés secrètes asiatiques. Et ils ont beaucoup de pouvoir. Et avant, ils travaillaient avec les sociétés secrètes de l'Ouest, mais à cause des attaques des fascistes, leurs efforts de tuer la population du monde, ils ont commencé une bataille contre les sociétés secrètes de l'Ouest. Et à ce moment-là, un homme qui s'appelle Ryo Zagami, il disait qu'il était sélectionné comme le prochain chef de P2, est arrivé au Japon me visiter. Et après ça, il m'a invité à Italie. Alors, je suis allé là et je me suis rencontré avec des généraux militaires, des journalistes, des mafiosi, de toutes sortes de personnes qui étaient dans le P2. Et au final, il m'a introduit un homme qui s'appelle Vincenzo Mazzara, qui est comme un cavalier dans le Teutonic Knights. Chevalier teutonique, oui. Chevalier teutonique. Et il m'a amené à Milan, le cathédrale là-bas, il a montré le soleil noir qui a dans le 21 là de cathédrale à Milan. Il m'a dit ça, c'est notre Dieu. D'accord. Et il a essayé de me tuer avec du poison à ce moment aussi. Mais selon eux, c'est nécessaire d'avoir l'obscurité pour avoir de la lumière. Et aussi, ils m'ont dit qu'ils avaient un complot il y a plus que 26 000 ans, un complot pour changer l'histoire, pour diriger l'histoire de cette planète. Oui. Et que ça arrive au fin. Et ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Et alors, mon impression, c'est qu'ils étaient des occultes. Ils parlaient des contacts avec des extraterrestriels, avec des êtres démoniques. Oui. Et
Et ils avaient aussi l'impression que le monde était prêt pour une grande... il y a beaucoup de personnes qui vont mourir, qui avaient un futur très obscur pour le monde. Un génocide. Un génocide, une guerre mondiale, tout ça. C'était leur manière de penser. Et je leur ai dit, non, on est prêt pour une époque d'or, une époque meilleure que toutes les époques antérieures. Et c'est à nous de le faire. Et alors, je me suis mis en bataille avec eux pour plus que 10 ans. Et je crois on va gagner. Ils ont pas succédé à causer la Troisième Guerre mondiale. Ils n'ont pas succédé à tuer les gens avec les armes biologiques. Et ils sont en train de perdre leur plus grande source de pouvoir. Et ça, c'est le contrôle des banques centrales privées, qui ne sont pas des instruments de gouvernement, mais sinon, c'est de leur propriété privée. Et vous pensez qu'il y a des gens, des infiltrés, des agents positifs dans ces groupes ou pas? Oh oui, beaucoup de positifs. Et aussi, les positifs en Italie m'ont aidé. Et aussi, surtout en Angleterre, aux États-Unis, mais aussi, par exemple, en France, le journaliste Thierry Meyssan, il a aidé tout le monde parce que c'était lui qui est le premier de nous a parlé de tout ce qui a vraiment passé le 11 septembre 2001. C'était son reportage qui m'a causé de voir la réalité. Et il y a partout dans le monde maintenant des personnes qui se bataillent contre cette groupe. Et on peut le voir partout. Absolument, ouais. C'est un véritable affrontement, une véritable guerre entre... Ouais, c'est comme une révolution mondiale cette fois. C'est pas juste la France, c'est pas juste l'Angleterre, mais ça va arriver au Japon, tout le monde. Absolument. Et vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure la période de 26 000 ans où il vous disait que ils avaient infiltré ou qu'ils avaient fait comme un coup d'État mondial il y a 26 000 ans. Et c'est vrai que cette date revient souvent à la fois aussi dans les écrits de Cobra ou d'ailleurs dans d'autres écrits. C'est une date assez charnière, une date assez importante où effectivement il semble avoir eu une grosse invasion. Alors certains l'appellent la mafia khazarienne, certains l'appellent, même s'il y a 26 000 ans, elle s'appelait pas comme ça, vu que la mafia khazare descend de l'empire khazar qui date du 1er au 8e siècle. Oui, moi je parle pas normalement des batailles cosmiques, oui, mais on pourrait dire que si on parle de choses universelles et cosmiques, on est 2012. C'était comme dans la guerre mondiale, la bataille de Stalingrad, c'était le changement de la direction. De la timeline. De la timeline. Et maintenant, on a une nouvelle timeline qui monte et le vieux timeline qui est en train de terminer. Et on a deux timelines qui existent en parallèle maintenant. Alors, il y a des personnes qui sont toujours dans le pouvoir, ils ont leur histoire publique du monde dans laquelle il y avait 19 terroristes qui ont causé l'attaque le 11 septembre. Il y a le reste du monde qui savent que non, ça c'est des mensonges. Et alors c'est comme une bataille pour le contrôle de la psychologie communale du monde, le processus de décider qu'est-ce qu'on va faire dans le futur pour cette planète. Oui. Et ils sont en train de perdre leur contrôle parce que leur direction c'était vers la guerre, vers le génocide, vers des mauvaises choses. Et le problème qu'ils ont fait, leur plus pire décision, c'était que les hommes qui les gardent, les soldats, ils ont des familles.
et à la fin, ils vont protéger leurs familles et pas les élites. Et ça, alors, je crois que ce sont des militaires, enfin, qui ont changé la situation pour le meilleur. C'est vrai on le constate tous les jours dans beaucoup de faits. L'ancien système s'écroule de plus en plus. Il pourrit, il se détruit. Et en même temps, il y a une nouvelle dynamique influencée par un éveil mondial, une nouvelle conscience mondiale, à différents degrés bien sûr, mais qui émerge. Et c'est comme un effet de vase communicant. Il y en a un qui s'écroule et il y en a un qui monte. Et Ouais. ils ont beau s'accrocher au pouvoir désespérément, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, et je pense que ce sera plutôt que tard, mais ce système s'écroulera. Avec eux, le système frauduleux financier mondial, les politiques corrompues et toute la mafia mondiale. Pour moi, c'est une certitude. Et j'avais une petite question, parce qu'on voit aussi d'autres secteurs qui sont extrêmement chauds en ce moment. Quelle était votre vision vis-à-vis de ce qui se passe au Venezuela? Parce qu'il y a plusieurs discours. Le discours occidental du système qui promeut Juan Guaido et plutôt une autre vision qui tenterait à dénoncer une ingérence de l'Occident et surtout des États-Unis dans les affaires internes du Venezuela. Et maintenant, le monde est, si on va simplifier un peu, il y a des deux grands groupes. Il y a l'Est et l'Ouest, le G7 et le Chine et le Russe et l'Europe. Et c'est une balance presque parfaite. Ni l'un ni l'autre a le pouvoir de dominer. Et le Venezuela, ils ont les ressources pétrolières les plus grandes du monde. Mm-hmm. Plus que l'Arabie, plus que la Russie, plus que le Canada. Et le système financier qui existe maintenant est basé sur le système du dollar est basé sur le pétroleum, le produit. Au dollar. Oui, le pétrodollar. Et alors, c'est le futur de le pétrodollar est dans la balance. Et la raison qu'ils attaquent le Venezuela est la même pour laquelle ils ont attaqué le Libye. Libye a été attaqué parce qu'ils ont décidé de vendre leur pétrole pour de l'or, pas pour des pièces de papier françaises ou américaines. Et c'est pour ça qu'ils ont tué Kadhafi et volé son pétrole. Et Venezuela, ils disent, OK, on va vendre notre pétrole avec le pétrole, cryptocurrency, qu'est-ce qu'on dit ça? Crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui s'appelle le pétrole et pas utiliser les dollars. Mais la différence avec Libye, c'est que cette fois-ci, les Russes le gardent, le gouvernement de Libye. Ils ont envoyé des avions avec des bombes atomiques et des soldats spéciaux pour garder Maduro. Alors, ils ont perdu l'opportunité et si on parle avec des gens de Venezuela, il n'y a personne qui savait qui était Guaido. Il est complètement inconnu. Absolument. J'ai vu une vidéo encore tout à l'heure. Il y avait quelques personnes qui le connaissaient, mais c'était très rare. La plupart du temps, les personnes lambda l'ont connu avec cet événement. Ouais. Ils ne le connaissaient pas avant. Et En fait, il va y avoir un compromis parce que je crois que enfin, les négociations entre les Américains, les Chinois et les Russes, ils vont arriver à quelque chose de complètement différent, un compromis qui va changer de tout. Je suis certain que ça va se passer et je peux vous dire que je suis un peu partie de cette négociation. L'idée, enfin, c'est de faire quelque chose comme un projet énorme, sans précédent historiquement et dans l'histoire pour remédier la planète, pour mettre fin à la destruction de l'environnement, de mettre fin à la progrès et de ouvrir toutes les technologies cachées et donner au monde. Et on va faire ça et il y a des négociations pour le faire ça dans une balance et
c'est possible qu'on verra ça publiquement le mois de mars. Je sais pas certain, mais maintenant, il y a beaucoup de forces qui essayent de faire ça. D'accord. Donc pour revenir juste 30 secondes sur le Venezuela, pour vous, vous pensez que ça va se terminer en négociation et pas du tout dans un affrontement interne ou une invasion de forces armées, on pourrait dire des États-Unis ou du Mexique, puisqu'on a vu qu'il y avait des troupes armées qui s'étaient amassées, qui s'étaient placées à la frontière euh, avec le Mexique? Non, parce que les Russes ont déjà dit que si vous faites ça avec les forces militaires, on va commencer une guerre atomique. Alors, ils ont failli déjà, mais pour le peuple de Venezuela, c'est dans leurs intérêts d'avoir des bonnes relations avec l'Ouest et de l'Est. Et alors, ils vont arriver à une sorte de compromis parce que l'autre choix est la guerre totale et personne ne va faire ça. D'accord. Ok. Donc pour vous, la protection des Russes garantit une, des pourparlers. Oui, ils vont faire ça. C'est pas comme en avant, ils vont envoyer des forces américaines pour changer le gouvernement. Non, il faut pas faire ça maintenant. Et le gouvernement du Brésil et de Colombie a déjà dit non, on va pas faire une guerre avec Venezuela pour vous. Alors non, ça va. Il y a des négociations sur le système financier mondial. Et ça, c'est juste une partie de ça parce que tout le pétrole là, est important pour le pétrodollar. Et il y a des gens qui veulent mettre fin au système de pétrodollar et utilisent le Venezuela pour changer le système. De toute manière, John Bolton ne s'en est même pas caché. Il l'a dit, je crois que c'était la semaine dernière dans une Oui, allocution, une vidéo. Il a dit oui, nos entreprises pétrolières seraient très très intéressées d'avoir des partenariats commerciaux avec le Venezuela. Je parle au niveau oui, du pétrole. je peux dire une chose. C'est bon qu'ils sont honnêtes maintenant. Parce qu'avant, ils disaient des choses comme des mensonges, comme il y a des terroristes qui s'appellent Al-Qaïda et on va aider les gens contre les terroristes. Quand la réalité, c'était que c'était juste un vol de pétrole. Maintenant, ils le disent, ouais, c'est pour prendre le pétrole. Alors, ils sont toujours des criminels, mais ils sont des criminels un peu plus honnêtes au Oui, sujet de leur criminalité, quoi. au moins, pour nous, ça nous facilite le travail parce qu'il n'y a pas beaucoup besoin de chercher. Ils le disent maintenant, il y a juste à reprendre ce qu'ils disent et en fait, la Ouais. vérité est déjà là. C'est ça qui est assez nouveau. Mais c'est peut-être aussi le symptôme de leur perte de contrôle. C'est-à-dire avant, ils mentaient. Maintenant, ils sont tellement Ouais. désespérés, comme vous disiez, que en fait, la vérité sort tout seul de leur bouche. Oui, mais l'autre chose qu'on doit dire que quand l'Union soviétique a- a terminé, la Russe n'a pas terminé. La Russe restait toujours comme ça. Et je crois que le système américain va se terminer, mais le résultat sera que les États-Unis, la République États-Unis, qui avait de très bonnes relations avec la France et la République française pendant la Révolution américaine, ça va revenir. Et les États-Unis c'est encore un bon pays pour le monde, pas comme ils sont maintenant. Maintenant, ils sont comme les plus grands terroristes du monde. Je crois que ça va changer et on verra encore une Amérique, un États-Unis qui est un pays que tout le monde aime, pas comme maintenant. Alors, il va y avoir un change de régime et ça va être très bon pour les Américains et ça va être très bon pour le reste du monde. Absolument. Et je voulais rebondir sur un élément que vous disiez par rapport au changement de monétaire mondial. Et on le voit manifestement depuis quelques années. Il y a une dynamique vers l'Est, alors à la fois vers la Russie et surtout la Chine, de créer un système financier alternatif au SWIFT, au pétrodollar et au dollar dans une plus grande généralité, avec avec la création d'un système de paiement donc alternatif. Donc c'est déjà le cas pour la Russie avec un système interne au pays pour esquiver le SWIFT et utiliser un paiement qui est à eux. La Chine a créé une banque chinoise, enfin un
un système de planification chinois. La Russie, la Chine et beaucoup d'autres pays aussi, même en Europe, achètent énormément d'or. Je pense que vous êtes... Aussi, oui, alors la semaine dernière, l'Allemand, la France et l'Angleterre, ils ont fait un système pour pas utiliser le SWIFT. Oui, Euh, pour l'Iran. oui, c'est ça, c'est basé en France, oui, le système, c'est pas juste pour l'Iran, c'est D'accord, pour pas être contrôlé par le SWIFT. Parce d'accord. que ça, alors oui, ça c'est très important, ça. Ça veut dire que les Anglais, les Français, les Allemands, en réalité, ils vont avec les Russes et les Chinois et aussi les militaires américains qui sont contre le système qui existe maintenant à Washington, D.C. Oui. Même si Macron est un agent Rothschild, vous pensez que la France essaie de sortir de ça? Je crois que Macron, Merkel et Abe sont les derniers gouvernements contrôlés par les fascistes, les nazis. Mhm. Ok. D'accord. Quand vous dites les militaires américains, vous parlez des militaires positifs américains, Oui. pas les factions des militaires qui sont contrôlés par la cabale. En fait, le problème avec les militaires, c'est qu'ils aiment, ils sont forts en la bataille, mais pas forts mentalement, oui. Oui, Et c'est facile à les manipuler, mais dans leur cœur, ils veulent être des héros, ils veulent se battre contre les mauvais. Alors, si on les explique bien qu'ils ont été manipulés avec les mauvais, ils vont changer exactement leur direction et, et se changer dans une force pour le bon. Et ça, je crois que ça, c'est ce qui est à passer maintenant. d'accord. Alors, puisqu'on est sur les États-Unis, j'aurais beaucoup voulu avoir votre avis sur Donald Trump, parce que en ce qui me concerne moi, je suis très critique sur cette personne et j'aurais voulu avoir un petit peu votre opinion. C'est vrai qu'on a des avis OK. divers. Il y a des gens qui sont très critiques, il y a des gens qui sont très très pro-Trump, il y a des gens qui sont très mitigés et généralement cette personne ne laisse pas indifférent. Euh, je crois que à la fin, ils vont voir Trump comme le Boris Yeltsin pour l'Union soviétique. Il Oui, va être un homme qui a été en charge quand le système a changé complètement. Alors, il est là pour euh, négocier la faillite du gouvernement corporatif des États-Unis et de refaire les États-Unis en autre forme. Alors, mais on peut dire que jusqu'à l'année dernière, son gouvernement était un gouvernement militaire. Mais maintenant, depuis cette année, tous les militaires ne sont pas partis de son gouvernement des États-Unis. Et je crois que quelque chose, il va y avoir quelque chose. Peut-être, vous savez qu'ils n'ont pas de l'argent pour payer les salaires gouvernementaux pendant un mois et shutdown. shutdown. Et ça va commencer encore le 15 de février. Et je crois que ça c'est pas normal. C'est rien à faire avec les immigrants de Mexico. Ça, c'est juste une excuse publique. C'est parce qu'ils ne peuvent pas payer leur électricité, quoi. Ils sont faillis financièrement, Mm. internationalement. Et ils sont en train de renégocier le système. D'accord. D'accord. Alors, vous savez que le 15 février, c'est avant la fin de semaine, et le 18, c'est euh, l'anniversaire de George Washington. Ah, d'accord. Ok. Alors, c'est bien possible qu'ils vont annoncer l'indépendance encore une fois des États-Unis. Parce que la République qui a été née en 1976 est terminée en 1871 avec le commencement du gouvernement corporatif à Washington, D.C., qui n'est pas partie des États-Unis. D'accord. Absolument. Alors, ça va être le fin du gouvernement corporatiste aux États-Unis. D'accord. Et la République reviendra dans une nouvelle forme. D'accord. Donc, pour vous, pour que ce soit clair, Trump n'est pas un agent de la cabale. C'est
il est un agent d'une faction du cabal qui veut faire des choses différentes. Alors, si on analyse les supports de Trump en termes de groupes criminels, Clinton, c'était le mafia des drogues et Trump, c'était le mafia de comment c'est, gambling, des casinos. Ah oui, c'est Casino, oui. Oui, c'est l'agent de casino. Alors, c'est des casinos contre les droguistes. Je crois que à ce moment, les casinos sont meilleurs que les vendeurs. En tout cas, le président des États-Unis est comme un signateur des complexes négociations entre des différents groupes de pouvoir. Et c'est pour ça que il y a des contradictions toujours que le président va dire c'est une chose un jour, une autre chose l'autre jour, dépendant à qui lui a parlé dernièrement. Et on voit ça avec Trump aussi. Absolument, ça c'est très intéressant que vous disiez ça parce qu'en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait Trump, essentiellement, au-delà de sa personnalité et de son histoire, c'est quelqu'un qui prononce des discours et qui signe des décrets en fonction de ce qu'on lui dit de dire et ce qu'on lui dit de signer, et qu'il est au milieu entre une guerre de plusieurs factions. Oui. D'accord. Ok, c'est intéressant. Oui, je serais assez, enfin personnellement, je serais assez d'accord sur ça. Je vous remercie pour l'analyse. Ouais. Et ok. Moi, je veux dire personnellement, j'ai recommandé que le Canada contrôle les États-Unis parce que les Canadiens ont un gouvernement beaucoup plus sensible et bon pour les gens ordinaires que les Américains. Et maintenant, les États-Unis sont en état de faillite. Alors, j'essaie de faire comment se dit, un LBO, leverage buyout, que le Canada achète les États-Unis pour les réformer. Bon courage. Ok. Bon, on approche tout doucement Ouais. de l'heure. Je vais terminer pour faire plaisir un petit peu à la communauté francophone, par Okay. quelques questions que j'ai sélectionnées. Alors, j'en ai sélectionné quelques-unes. C'est des questions ouvertes, hein, donc parfois elles sont assez simples, etc. Donc, vous répondez comme vous le sentez. Alors, on me demande une question de Eric Bouchard, qui vous demande « Savez-vous ce qu'il se passe en Antarctique et êtes-vous au courant du programme de Solar Warden de la marine américaine ?» Je sais seulement qu'il y a une anomalie dans l'Antarctique et qu'il y a différents personnages de grandes importances qui ont allé là, mais ma sœur est arrivée là personnellement il y a un mois et elle n'a rien vu personnellement. Mais alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais je sais aussi qu'il y avait beaucoup de désinformation. Euh, ils ont utilisé des complots des films américains pour dire que ça se passe en réalité, comme il y avait des cités, des villes sous la glace, des choses comme ça. Ça, c'est pas vrai, mais euh, je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais il y a certainement une anomalie. Et il y a beaucoup de gens de très importants pouvoirs qui ont allé là-bas récemment. Alors, mais j'ai fait beaucoup d'efforts d'y aller moi-même pour le voir. Ils m'ont pas laissé. Et toutes les personnes que j'ai contactées qui ont actuellement allé, ils n'ont pas vu grand-chose. Alors, je ne sais pas exactement ce qui se passe. D'accord. Pourtant, il y a eu, je ne sais pas si vous êtes au courant, les nazis ont eu une forte activité là-bas, qui est d'ailleurs officielle, OK, entre guillemets. je peux parler de ça parce que j'ai parlé avec des nazis de l'Antarctique. Ils D'accord. m'ont dit qu'ils ont allé là pendant la guerre, mais il fait trop froid. Alors, ils sont allés en Australie, Amérique du Sud, aux États-Unis. Ils ne sont Ouais. pas là maintenant. D'accord, ok. Mais donc pour Ça, vous, c'est le relatif de l'admiral Byrd qui m'a dit ça. oui. Ok. Donc pour vous, il y a bien eu au moins une activité passée nazie en Antarctique. Oui, sans doute. Ok. Et leurs scientistes, tout ça, mais
ils sont allés aux États-Unis, à Area 51, en Brésil, dans la montagne, et aussi en Australie, parce que il fait trop froid en Antarctique, quoi. D'accord. Alors, j'ai une question de Lucien qui vous demande, pour vous, qu'est-ce qui bloque les arrestations militaires mondiales, et notamment à Guantanamo, puisqu'on entend beaucoup de rumeurs vis-à-vis de Guantanamo, qu'il y aurait beaucoup de personnages comme Clinton, Obama ou autres, enfin, en tout cas des personnalités de moyen ordre relativement importantes de la cabale qui seraient actuellement à Guantanamo. Qu'est-ce qui empêche de les condamner, puisque apparemment toutes les preuves sont déjà rassemblées. Je synthétise un petit peu sa question. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Moi, je voudrais savoir ça aussi. Une chose qu'ils m'ont dit, est-ce qu'ils ont des blackmail nucléaires? Aussi, il y a le problème qu'ils contrôlent le système financier. Alors, et tous les militaires vont pas être payés chaque mois s'ils font ça. Et alors, mais je ne sais pas exactement, mais je crois qu'ils sont en train de négocier comment se dit, armistice. Et il me parle aussi, moi, directement, disant que nous sommes partis d'une culte, nous sommes des victimes. Si on était dans une famille comme ça, on n'avait pas le choix. Ils veulent de la merci. Alors, il y a des négociations très complexes qui se passent, mais aussi, ils restent toujours avec beaucoup de pouvoir. Mais on peut voir, les militaires m'ont aussi dit que quand ils font une attaque militaire, ils attaquent surtout l'extérieur au début. Alors, ils ont attaqué des pédophiles au niveau très bas et ils ont montré où sont les pédophiles plus importants et ils ont commencé à faire ça avec le bas. Mais ça a déjà commencé. On peut voir ça la semaine dernière, ce qui a passé au Brésil avec les John of God, avec les fermes, avec des filles embarrassées pour faire des enfants, pour vendre, des choses comme ça. Absolument. Tout ça, c'est une manifestation visible de ce qui se passe, mais moi aussi, je voudrais voir quelque chose comme Nuremberg, public, que tout le monde pourra le voir, et ça n'a pas commencé encore. Ça, c'est dommage. Oui, ça va venir. Ça va venir. Ça va venir, oui. Mais ce que vous dites est totalement factuel parce que moi, sur mon site, je publie des articles régulièrement pour faire état de ces arrestations des réseaux pédocriminels inférieurs, ceux auxquels vous faisiez allusion. Et effectivement, c'est factuel. On voit des arrestations de ces réseaux-là. Alors, c'est pas les réseaux supérieurs, les Clinton, les Bush et encore plus haut. Mais non, mais par exemple, le cardinal Pell, il est maintenant en prison pour la pédophilie. Il était le numéro 2 dans le Vatican. Oui. Donc on voit effectivement le réseau inférieur. Pour la pédophilie, mais non. Oui. Ok. Ça, c'est réalité. Et donc en fait, on peut pas toucher encore pour l'instant aux personnes, même si on a toutes les preuves, aux personnes les plus hautes, parce que ces personnes sont trop liées, sont trop imbriquées au système financier et donc pourraient faire des dégâts. Mais une autre dimension aussi, c'est que il y a beaucoup qui n'existent pas, sauf comme les graphiques de computer, comme aussi des ordinateurs, le CG. Oui. Je suis pas certain que George Soros n'existe pas dans ce monde, parce que j'ai parlé avec les personnes qui l'ont tué, et sa famille disait qu'ils ils ont décidé que faire avec l'inhéritance. Mais il a pas, mais toujours ils disent comme s'il est encore avec nous. Oui, c'est les technologies vidéo pour faire ce qu'on appelle des deepfakes. Ils sont déjà morts, beaucoup de ces gens-là, mais il y a des groupes qui utilisent toujours des fakes pour pas admettre ça. D'accord. Ok, c'est intéressant ça. D'accord. Alors, je vais prendre une autre question. L'Antarctique, c'est bon, on en a parlé. Ah oui, une question très importante de Georges Reiss qui voudrait avoir votre avis sur le phénomène QAnon.
pour vous, quelle est la validité que vous accordez à QAnon? Est-ce que c'est une seule personne? Est-ce que c'est un groupe qui utilise ce pseudo? Est-ce que pour vous, c'est un groupe positif ou est-ce que c'est de la désinformation? Je crois que c'est le NSA. Qu'est-ce que c'est en français? C'est le militaire américain, le groupe d'intelligence américain qui fait ça. D'accord. D'accord. Mais c'est positif ou c'est négatif? C'est surtout positif. Ok, d'accord. Je pense aussi. Ouais. Après, il faut toujours avoir du discernement parce que les informations de QAnon ne sont pas toujours faciles à déchiffrer. Mais je Oui, pense aussi c'est que c'est parce qu'ils ont des règlements. Ils ne peuvent pas dire des choses directement parce qu'à cause de leur travail, ils sont des hommes qui habitent dans le monde des secrets. Alors, ils ont besoin d'utiliser des méthodes indirectes. Alors, si vous cherchez là-bas, vous encontrerez quelque chose. Ils peuvent dire des choses comme ça, mais ils peuvent pas dire on sait que, vous savez, ils peuvent pas dire des choses directement à cause de leur travail secret. Hmm. Merci. Alors ensuite, il y a une question de Shama Macha qui aimerait avoir votre avis sur les chemtrails et après, où en est l'État, c'est les projets de chemtrail, où est-ce qu'on en est un petit peu vis-à-vis de cette situation? Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça baisse? OK. La première chose, j'ai parlé avec un homme dans le militaire américain qui m'a dit que le chemtrail, c'est des particules réfractives pour un type de radar utilisant les lasers. Ok. Des particules réfléchissantes pour les lasers? Oui, exactement ça. Et c'est pour la protection des zones militaires. D'accord. Et c'est pas pour tuer les personnes. Et s'ils voudraient tuer les personnes, ils le feraient beaucoup mieux que ça. C'est-à-dire réfléchir. C'est pas pour tuer les personnes, c'est pas pour euh, c'est juste pour le réflexion pour le radar militaire. D'accord. Donc il y a un but de stratégie militaire derrière et pas de rendre les gens malades. Non, mais antérieurement, ils ont fait ça en Chine pour rendre les gens malades avec le SARS. Ça, c'est vrai. D'accord. Mais En non, plus, non. en Alors, Chine, c'est plus transparent parce que c'était il y a 1 an ou 2 ans. Une source du gouvernement chinois a divulgué le budget même alloué à la géo-ingénierie, au chemtrail. Donc, ouais, en Chine, on connaît ce budget. Donc, on voit une différence. ouais, Ce sujet est nié, il est occulté du côté de l'Ouest, mais du côté de l'Est, en tout cas sur ce sujet précis, c'est un ouais, peu plus exact. transparent. Ouais. Ok, je vous remercie. Après, on a une dernière, d'ailleurs c'est assez nouveau ça, on a une dernière question de Marilène Robillard qui vous demande qu'en est-il vis-à-vis des rumeurs de George Soros qui aurait été récemment arrêté. Est-ce que vous avez des informations vis-à-vis de ça? Et qui demande après quel est votre avis vis-à-vis des tribunaux militaires qui auraient commencé en janvier? Euh, comme j'ai dit antérieurement, il y a des personnes qui m'ont dit que George Soros a été tué il y a comme plus qu'un an et il n'est pas arrivé en public depuis ce moment-là. Alors, je crois qu'il n'existe pas. Mais ils n'ont pas mettre en prison parce qu'il n'est pas vivant. Ils ont seulement utilisé des computers graphiques et des simulations pour donner l'impression qu'il existe toujours. Mais c'est bien possible qu'ils vont faire un type de choses comme ils ont. Le Bin Laden, il est mort en 201, quelque chose, mais après ça, ils ont fait un grand spectacle de leur tuer et 10 ans plus tard. Alors, c'est bien possible qu'ils vont faire un spectacle de Soros, mais l'homme, il n'existe plus. Parce que j'ai téléphoné le groupe de Soros pour confirmer ça. Ils m'ont pas, ils étaient pas capables de me donner preuve qu'il est toujours vivant. Je leur ai téléphoné directement. Okay. Donc pour vous, de vos informations, il est mort. Oui, depuis il y a plus qu'un an. D'accord, ok.
Intéressant. Et vis-à-vis de la deuxième partie de la question, quelle est votre opinion? Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des tribunaux militaires qui ont commencé aux États-Unis en janvier, avec une première affaire liée au 11 septembre? Oui, ils m'ont dit ça aussi. Mes sources m'ont directement dit que ça a commencé avec des militaires. Et on a déjà vu ça. Ils m'ont dit que John McCain, elle était tuée pour la trahison parce c'était lui qui a créé le IS. Et aussi, George Bush Senior, il était exécuté. Et John Brennan, le chef de CIA, est maintenant en prison. Oui, ça a commencé. D'accord, ok. Mais on voudra voir ça dans toutes les télés du monde, pas en secret à Guantanamo. C'est malheureux. Mais pourtant, c'est officiel, hein. C'est sur le site du département de la Défense. Non, ça c'est le problème. Ils me disent à moi, mais pas dans le presse internationale, dans les départements de défense, comme ils doivent le faire. Oui, les informations que vous avez dites, oui, absolument. Mais je veux dire, les tribunaux militaires ont commencé, alors pas pour forcément toutes les raisons que vous venez de dire, mais sur le site de la département de la Défense, il est bien dit que les tribunaux militaires ont commencé vis-à-vis d'une première affaire qui est liée au 11 septembre, Ah, OK. pour juger un terroriste du 11 septembre. Donc, ça a déjà commencé factuellement. Après, je pense que dans les coulisses, il se passe beaucoup de choses vis-à-vis de ces tribunaux militaires qui ne fuitent pas. Mais oui, effectivement, j'espère que ça va vite fuiter et qu'on aura plus d'informations. On doit le voir comme Nuremberg, devant tout le public du monde, pas en secret. Absolument. OK. Ok. Merci Écoutez, bien. je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez une petite conclusion pour la francophonie qui nous écoute? Oui, liberté, égalité, fraternité, et vive la révolution. Et la libération planétaire. Oui, la libération planétaire. Oui. Et Qui est en c'était cours et qui arrivera. l'inspiration des Français qui a commencé ça. Ok. Merci. Je vous remercie beaucoup, Benjamin Fulford. On apprécie énormément l'effort que vous avez fait pour parler français, qui était tout à fait correct. Okay. Et donc, je vous remercie beaucoup. Ça fait comme plus que 30 ans que je n'ai pas parlé français beaucoup. Mais en tout cas, merci bien pour m'inviter. Merci à vous. C'est avec grand plaisir. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois. OK. Je vous remercie. Bonsoir. Au revoir, Benjamin. Au revoir. Au revoir.